Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme convenu, nous faisons cette séance par Zoom. Bon, on le fera pas à chaque fois, mais une fois de temps en temps, ça ne me pose pas trop de problèmes. Je voulais juste avant de commencer vous rappeler que l'examen aura lieu lors de la dernière séance de cours. Donc, donc en décembre, je me souviens plus exactement des dates. Attendez, je vais vous dire ça. Bon, non, je vérifierai tout à l'heure. Donc, la dernière séance de cours, on fait l'examen. Normalement, la semaine juste avant, je fais une sorte d'examen blanc. C'est-à-dire on- je vous donne un sujet qui est identique, enfin, du même type, disons, que le sujet de l'examen. On le traite, on le corrige, et comme ça, vous êtes bien prêt pour l'examen. Et puis, le dernier point que je voulais dire au sujet dont je voulais parler au sujet de l'évaluation, c'est cette idée que je vous avais proposée de faire des petites capsules vidéo sur des points de grammaire. Alors, ça, je maintiens cette proposition, mais je vais la maintenir en considérant qu'elle est facultative. C'est-à-dire, pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent le faire, vous pouvez le faire. Me rendre, enfin d'abord me demander mon avis sur le sujet, hein, parce que peut-être que il faut que je cadre un petit peu éventuellement si vous avez telle ou telle idée. Je préfère le savoir avant que vous vous lanciez. Et puis ce travail, si vous me le rendez, sera un bonus de points par rapport à l'examen. Hein. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, on pourra en reparler tout à l'heure à la fin du cours. Alors, je commence comme d'habitude par rappeler là où nous en sommes. Donc, on a vu donc la fonction des mots, groupe de mots. On a étudié la question des phrases et propositions, mais d'une manière très, disons, euh, sans entrer dans les détails des types de propositions subordonnées. Et le point où nous en sommes depuis la semaine dernière, c'est le troisième chapitre sur les natures de mots et groupes de mots. Et nous avions commencé par le chapitre sur le nom, le groupe nominal, le déterminant, etc. Alors, on avait vu, donc je n'y reviens pas, que parmi les déterminants, on distingue trois types, défini, indéfini, partitif. Alors, je vous avais bien dit dès le début que dans des niveaux initiaux, B1, B2, on peut se contenter de article défini, article indéfini, sans introduire le partitif qu'on peut introduire plus tard. En C1 par exemple, mais bon, ça, c'est, euh, tout dépend des situations, mais enfin, en tout cas, c'est quand même plus compliqué le partitif. Simplement, on verra que pour l'éviter, à ce moment-là, il faut quand même éviter certains types de noms. Alors, je vous avais expliqué aussi une différence, enfin deux concepts importants qui sont les concepts d'extension et d'extensité. Extension et extensité qui caractérisent le rôle d'une part du déterminant, d'autre part de l'expansion nominale. Hein, là, le schéma que vous avez ici qui tente de visualiser la notion d'extension du nom euh, vous montre que l'extension de véhicule est plus grande que l'extension de voiture, qui est elle-même plus grande que l'extension d'un type de voiture, par exemple SUV ici. Ça signifie que l'extension, c'est l'ensemble des objets que l'on peut nommer véhicule ou l'ensemble des objets que je peux nommer voiture. Et comme forcément toutes les voitures sont des véhicules et qu'il existe des véhicules qui ne sont pas des voitures, l'extension de voiture est plus petite que l'extension de véhicule. On peut raisonner en termes d'ensemble. Hein. L'ensemble des voitures est inclus dans l'ensemble des véhicules, etc. C'est ça l'extension. C'est-à-dire c'est le nom avant qu'il soit employé, c'est l'extension d'un nom hors emploi ou d'un concept. Là, ça il n'y a pas tellement de différence. Euh, cette extension, elle ne dépend pas de l'emploi du mot. Elle est fixe, en fait. Hein. L'extension de voiture, elle est définie, elle est fixée par la définition du mot voiture. Elle ne varie pas dans l'emploi que je fais du mot voiture. Enfin,
sauf si je joue sur la polysémie du mot, évidemment, dans certains cas, je peux avoir un sens plus restreint. Par exemple, je sais pas moi, homme. Hein, homme peut avoir une très grande extension et signifier être humain en général. Hein, homme, c'est-à-dire incluant femme, enfant, etc. Hein, quand je dis l'homme est mortel, c'est pas l'homme être masculin adulte. Mais si je dis homme, non plus au sens d'être humain, mais homme au sens de être humain, mâle, adulte, donc homme par opposition à femme ou par opposition à enfant, j'ai le même mot, mais j'ai restreint l'extension. Hein, d'ailleurs, c'est une polysémie par restriction d'extension à partir du sens général de être humain. Donc un même mot peut avoir des extensions aussi différentes selon ses sens. Mais c'est quand même le sens du mot, ou bien les différents sens du mot, qui fixent l'extension. Alors que l'extensité, elle est... ah oui, alors j'ai oublié de dire que ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, c'est que l'extension, elle peut être en effet... elle est définie par le sens du mot, mais elle peut être réduite par un moyen grammatical, et c'est à cela que servent les extensions du nom. Hein. Alors attention, ne vous emmêlez pas les pinceaux entre extension du nom et expansion. L'expansion, c'est, si vous voulez, la notion d'expansion, c'est le nom d'une fonction, ou un nom général de fonction, c'est une métafonction, si vous voulez, qui regroupe complément du nom et épithète. En gros, la notion d'expansion nominale, elle inclut soit les compléments du nom, soit les épithètes. Donc par exemple, dans l'ensemble des voitures, je peux réduire l'extension grâce à un adjectif, voiture rouge, ou par un complément du nom, par exemple si je dis voiture de course, hein, bon, ça me crée un sous-ensemble de l'ensemble des voitures. Donc on voit avec ce genre d'exemple que l'expansion nominale peut permettre de réduire aussi l'extension du nom. Alors, l'extensité, elle caractérise plus quelque chose qui est de l'ordre de la quantité. Hein. Et là, l'extensité, elle n'est pas hors emploi, mais c'est quand le mot est employé en discours. Par exemple, donc l'extensité de 3 voitures, c'est 3. L'extensité de 1 voiture, c'est 1. L'extensité de l'homme est mortel, pour homme, c'est l'infini, hein, puisque tous les hommes sont pris en considération. Donc, on peut avoir donc une extensité qui va de 0. Si je dis aucun étudiant n'a manqué ce cours, aucun étudiant, c'est 0 étudiant, c'est-à-dire extensité 0. Mais si je dis tous les étudiants sont venus, c'est l'extensité maximale. Donc il n'est pas infini en l'occurrence là, tous les étudiants sont venus. Je fais référence à un certain nombre d'étudiants qui vont être les étudiants d'un cours. Ça peut aller voilà, d'une dizaine d'étudiants jusqu'à 700 étudiants si on prend l'effectif de la licence de lettres modernes, par exemple, la première année de licence de lettres modernes à la Sorbonne. Bon, donc l'extension, elle peut aller à l'infini si je dis l'homme est mortel, quel que soit l'homme, donc là c'est l'infinité des hommes. Hein. Donc ça va de 0 à l'infini, l'extension d'un nom, et ça dépend, là en l'occurrence c'est pas fixé par le dictionnaire, comme l'extensité, pardon, excusez-moi, là je vois que je suis trompé de... là je parlais de l'extensité, hein, l'extensité des noms, donc extensité 1, extensité 3, extensité infinie, elle ne dépend pas du nom lui-même, mais de l'emploi du nom. Hein. L'extensité dépend de l'emploi du nom, alors que l'extension, elle est fixée par la définition du nom ou les définitions du nom. Donc, il y a une sorte de répartition des tâches entre l'extension et l'extensité. L'extensité, elle est fixée par les déterminants et l'extension par les expansions nominales. Hein. Donc, les expansions nominales servent à la réduction, à la régulation de l'extension du nom et les déterminants servent à la régulation d'extensité. Avec ce cas particulier, on y reviendra, des déterminants possessifs et démonstratifs qui, eux, simultanément, régulent l'extension et l'extensité. Alors, je vous avais expliqué aussi, pour une analyse, une micro-analyse sémantique des articles 1 et le, donc d'un point de vue guillaumien. Hein, alors ça, c'est ce schéma, le tenseur binaire radical, enfin c'est ce qu'on appelle le tenseur binaire. Vous voyez, il y a tension 1, tension 2, donc on appelle ça un tenseur. Bon, ça c'est le vocabulaire guillaumien. On reparlera peut-être un tout petit peu de Guillaume au sujet des
la sémantique verbale, enfin du système verbo-temporel du français. Donc ça c'est un schéma, si vous voulez, un type de schéma très célèbre dans la linguistique française, enfin en tout cas dans l'école guillaumienne, hein. Donc je réexplique rapidement le principe. Vous avez ce qu'on appelle deux tensions, donc U de U1 à P, qui est une tension particularisante au sens où elle part de l'universel pour aller vers le particulier. Et puis une deuxième tension qui va du particulier P à l'universel U2, un deuxième universel, hein, qui est une tension, cette fois-ci, de généralisation, puisqu'on va du particulier au général, ou à l'universel. Un général universel, dans ce schéma, ça signifie la même chose. Donc, le point de vue de Guillaume ici, c'est de définir le sens des mots par ce qu'il appelle des cinétismes, des mouvements de pensée, non pas par des contenus fixes, hein. Pour Guillaume, la sémantique, c'est quelque chose de dynamique, hein. Il y a des mouvements de pensée qui sont interrompus plus ou moins tôt ou tard. Et selon que le mouvement de pensée est interrompu plus ou moins tôt ou plus ou moins tard, eh bien, le signifié du mot est plus ou moins complet. Donc, plus ou moins complet ou défini d'une façon différente selon le mouvement considéré. Donc là, en l'occurrence, c'est un mouvement de particularisation, donc qui va du plus général au plus particulier, le mouvement, la tension 1, qui est caractéristique de l'article indéfini 1. Donc, ce mouvement de particularisation qui va du général au particulier, si je l'arrête, si sur ce mouvement je fais ce qu'on appelle en psychomécanique du langage une saisie, hein, une saisie au tout début, la saisie numéro 1 ici, j'arrête le mouvement de particularisation à son début. Et comme je l'arrête à son début, je reste proche de l'universel de départ. Donc j'ai un sens général, générique de 1. Par exemple, un enfant doit se coucher de bonne heure. Un enfant en général. Mais ce mouvement de particularisation, si je l'interromps beaucoup plus tard, à la saisie numéro 2, eh bien, j'obtiens, le mouvement de particularisation a duré plus longtemps, il est interrompu proche du point maximal de particularisation, et on est à 1, on est proche du particulier, donc de la singularité de une seule personne. Donc un enfant entra dans la salle et s'assit sur une chaise, donc c'est un enfant quelconque, un seul. Bon, là il y a tout le problème, mais je reparlerai peut-être de la frontière entre l'article numéral 1 et l'article indéfini 1. Un numéral au sens de un seul, un indéfini au sens, disons, de un quelconque, hein. Donc cette deuxième saisie, S2, elle correspond à une saisie tardive du mouvement de particularisation. Vous voyez, j'ai ce mouvement de particularisation qui va du général au particulier, je l'arrête tard, presque vers sa fin, ou vers sa fin, peu importe, et je suis dans un point qui est proche du particulier ou qui est au niveau du particulier. Donc ça, c'est ce qui caractérise le sens de 1. Alors vous voyez, c'est une position, c'est une analyse sémantique très originale, hein, qu'on a chez Guillaume. Lui, il va considérer, Guillaume et les guillaumiens, considèrent que le sens de l'article 1, c'est un mouvement de particularisation. Et ce mouvement de particularisation, il va être appliqué à un nom, hein, pour dire un enfant au sens de un quelconque, un seul, ou bien un enfant en général, etc. Hein, donc c'est un mouvement de particularisation qui peut être interrompu tôt ou tard. Et d'une manière symétrique, l'article le est un mouvement, son signifié, son sens, peut être décrit comme un mouvement de généralisation, hein, qui va du particulier vers le général, cette fois-ci, et donc qui est susceptible de deux interruptions possibles, plus ou moins précoces ou tardives. Donc l'interruption précoce très tôt du mouvement de généralisation, c'est la saisie numéro 3, l'interruption numéro 3, qui est proche donc du particulier, hein. Donc on va avoir l'enfant au sens d'une reprise anaphorique, le en emploi spécifique, un enfant,
je parle d'un enfant, et plus loin, je dis l'enfant. Je parle de l'enfant que j'ai introduit avec l'article indéfini avant. Dans ce cas-là, j'ai un emploi spécifique de l'article. Demande à l'enfant de venir. L'enfant que je montre, par exemple, là ça va être plus un emploi déictique, eh bien, dans ce cas-là, j'ai aussi un emploi particularisant, hein, un emploi, ce qu'on appelle spécifique de l'article. Et le mouvement de généralisation correspondant au sens de l'article défini le, si je l'interromps tardivement, donc à la saisie numéro 4, proche de l'universel 2, j'obtiens un mouvement. Évidemment, je suis allé plus loin, j'ai attendu que le mouvement de généralisation se développe de plus en plus, donc je suis proche du général, du plus générique. Et j'obtiens là, l'enfant aime la liberté, donc un emploi générique de l'article défini. Alors je vous avais expliqué aussi que, donc on voit bien qu'on a ces deux mouvements de particularisation et de généralisation qui peuvent caractériser un et le. C'est clair que quel que soit le modèle linguistique qu'on utilise, là je vous montre un modèle particulier, hein, qui me semble tout à fait intéressant et convaincant, et qui gagne à être connu, mais au fond, on pourrait avoir d'autres modèles, mais il faudrait bien que, quel que soit le modèle linguistique que je choisis, il puisse rendre compte du fait que, l'article indéfini 1 peut avoir une valeur générique et une valeur spécifique, et que l'article défini le peut avoir aussi une valeur générique et une valeur spécifique. D'ailleurs, on peut, hors contexte, trouver des énoncés ambigus. Si vous dites le chien aboie, une phrase aussi bête, aussi simple que le chien aboie, ça peut signifier que vous faites une généralité. Vous expliquez, par exemple, à un enfant les noms des cris d'animaux. Donc vous dites le chien aboie, le chat miaule, donc le chien en général. Hein. Le nom du cri du chien, c'est aboyer. Bon, c'est l'aboiement. Donc on dit le chien aboie, le chat miaule, etc. Mais vous pouvez dire le chien aboie en visant le chien du voisin ou votre chien. Hein. Tiens, j'ai entendu quelque chose, le chien aboie. Bon, là c'est le chien particulier. Donc emploi spécifique. Mais c'est la même chose pour l'article indéfini 1. Vous pouvez dire un chien aboie au sens de un chien particulier, ou bien un chien aboie dans un sens générique. Là, on dirait plutôt un chien ça aboie, par exemple, hein, pour l'emploi générique de l'article indéfini. Mais on admet même, donc, ce que je veux dire par là, c'est que quel que soit le modèle linguistique qu'on choisit, il faudra bien trouver une explication du fait que un et le peuvent avoir tous les deux des valeurs génériques et spécifiques. Donc quand on a des choses comme ça dans une langue, en général, ça signifie qu'il y a une différence entre l'emploi générique de le et l'emploi générique de un, et l'emploi spécifique de le et l'emploi spécifique de un. Parce qu'il y a très rarement, presque jamais dans les langues, des choses différentes qui ont exactement le même rôle sémantique, le même contenu sémantique. Il n'y a pas, en général, dans une langue, quand vous avez des mots qui ont l'air d'être équivalents, synonymes, etc., en général, ils ont quand même une différence d'emploi. Bon, il y a quelques petites exceptions, mais la règle générale, c'est quand même que il n'y a pas de... il n'y a jamais de mots totalement équivalents, d'emplois totalement équivalents. Alors, quelle est donc, dans le cas de 1 et de le, la différence entre le 1 générique et le générique, et la différence entre le 1 spécifique et le spécifique? Bon, la différence entre le 1 spécifique et le spécifique, c'est simple, c'est que le peut reprendre un nom qui a été introduit par l'article 1, mais pas l'inverse. On peut avoir... dans la fable de La Fontaine, là c'est l'exemple dans un livre d'un guillaumien qui s'appelle Moignet, un agneau se désaltérait, etc. Et puis plus loin, on va dire l'agneau. D'accord ? Donc j'introduis, comme je le disais tout à l'heure, un nom avec l'article indéfini, et je le reprends ensuite avec l'article défini. Et ça marche que dans ce sens-là. On ne peut pas d'abord avoir un nom introduit avec l'article défini, et ensuite je le reprends avec l'article indéfini. Ça n'est pas possible. Donc on voit bien qu'il y a une antériorité. Il faut d'abord que l'article indéfini ait été introduit pour que, après, on utilise l'article défini. Donc ça, c'est une première justification. Dans le schéma de Gustave Guillaume, là, où 1 précède le, c'est une première justification du fait que 1 est quelque chose qui se passe avant. S'il y a un processus mental qui correspond au sens de 1, ce processus mental doit avoir lieu, en français en tout cas, avant l'article défini, le.
Et puis, il y a une différence aussi entre l'article générique 1 et l'article générique le. D'ailleurs, on peut le voir avec l'exemple que je donnais tout à l'heure. Je disais, un chien, ça aboie. On dira beaucoup plus difficilement, le chien, ça aboie. Hein, ce qui montre déjà une petite nuance. Mais la différence, je vous l'avais expliqué, je crois, la semaine dernière, c'est que, euh, compte tenu de ce qu'on voit sur le schéma, un, même en emploi générique, il est quand même orienté vers le particulier. Donc, l'emploi de l'article indéfini 1 va être réservé plutôt au cas où on vise un cas particulier. Par exemple, la phrase « un enfant doit se coucher de bonne heure » va pouvoir être utilisée pour, lorsqu'on s'adresse à un enfant particulier devant soi, on va lui dire « bon, voilà, allez, il faut que tu ailles te coucher », et puis on peut faire une petite généralité pour se justifier, hein, « un enfant doit se coucher de bonne heure ». Bon. Mais dans une situation comme ça, où on s'adresse à un enfant particulier qui est devant nous, on ne pourra jamais dire « allez, va te coucher, l'enfant doit se coucher de bonne heure ». Ce serait très étrange. Bon. Donc, c'est pas naturel du tout. Donc, ce qui est beaucoup plus naturel dans ce cas-là, c'est de dire un générique. Parce que le un générique est fait pour être orienté vers le particulier. Alors que le générique, lui, c'est vraiment la généricité maximale, pure, si j'ose dire. Parce que, vous voyez, c'est le mouvement de généralisation. L'interruption, elle est au niveau de U2. Donc, c'est une interruption tardive, donc qui est proche de l'universel, mais en plus sur un mouvement d'universalisation. Donc c'est vraiment le générique par excellence. Le générique, c'est le générique par excellence. Même le pluriel les génériques est un générique moins compact, moins massif. Si je dis les, certes, je désigne un ensemble complet, mais où on peut extraire des éléments. Hein, je vous avais donné l'exemple, j'aime les romans, mais pas celui-ci. On peut extraire un élément. Alors qu'avec le, c'est beaucoup plus difficile. Ce serait beaucoup plus difficile de dire j'aime le roman, mais pas celui-ci. Voilà, donc j'ai saisi cet exemple de l'article pour, d'une part, simplement vous décrire une des propriétés sémantiques des articles français, en tout cas des articles singuliers, définis et indéfinis. Et puis, en même temps, donc là, en nous éloignant quand même de la problématique didactique, je voulais saisir cette occasion pour vous montrer un exemple de schéma guillaumien, hein, parce que c'est intéressant quand même de connaître cette école linguistique. Alors, on passe maintenant à l'article partitif. Juste avant, je vous rappelle qu'il existe en français une forme qu'on appelle contractée de l'article défini. Hein, la forme contractée de a et de le, ou bien de et de le ou la. Hein. Alors a plus le, ça donne au, elle va au travail. Si c'est l'équivalent de a le travail. Donc si j'avais un article, si j'avais un déterminant possessif au lieu de l'article défini, je dirais non pas elle va au travail, mais elle va à son travail. Donc on voit bien que le au, il inclut a plus le. Alors on parle d'articles définis contractés dans ces cas-là, mais au fond, d'ailleurs la grammaire méthodique du français avait essayé d'introduire le terme d'amalgame, mais ça n'a pas tellement marché. Disons, ça n'a pas tellement été suivi. Peu de gens emploient ce terme. Mais au fond, c'est pas plus un article qu'une préposition. Hein. On pourrait très bien dire une préposition contractée, parce que c'est une préposition plus un article. Hein. C'est pas plus un article qu'une préposition. Dans la terminologie grammaticale scolaire officielle, on parle d'article défini contracté, mais attention, hein, c'est vraiment un article et une préposition. Donc de plus le du, elle revient du travail, de plus les des. Alors il va y avoir des petites complications pour du et des dans la reconnaissance des formes, parce que du va se confondre avec l'article partitif du, et des va se confondre avec l'article indéfini pluriel des. Vous voyez, l'herbe des champs est verte, c'est l'herbe de les champs. Hein. Mais si je dis j'ai acheté des tomates, des, ici c'est l'article indéfini pluriel. Hein. Pourtant c'est le même mot des. Donc ça, c'est
cette confusion, elle est utilisable pédagogiquement parce que ça permet d'avoir des petits exemples assez faciles pour faire comprendre la différence. Hein. On peut jouer sur l'ambiguïté en général. C'est une, enfin, disons, oui, voilà, c'est un moyen pédagogique, disons, qui a un petit côté ludique, parce que voilà, on essaie de deviner, est-ce que c'est le du partitif, est-ce que c'est le du article défini contracté, est-ce que c'est le des article défini contracté, ou est-ce que c'est le des article indéfini pluriel. Bon, voilà, ça peut être présenté de manière un peu ludique, comme une espèce de petite énigme, etc. Et c'est un moyen de faire comprendre ces notions. Alors maintenant, je passe à l'article partitif, donc qui est un peu plus compliqué parce que en fait, il s'emploie avec un type de nom particulier, hein, qui sont les noms massifs. Alors, soit les noms concrets massifs, soit les noms abstraits. Hein. Par exemple, on va dire « elle mange du pain », ou bien « il faut du courage pour faire cela ». Donc, ça veut dire que là, il faut comprendre la distinction entre les noms massifs et les noms comptables. Bon, là, il y a deux étapes dans l'explication. Hein. D'abord, je vous explique la première étape. La première étape, c'est effectivement la distinction de principe entre les noms massifs et les noms comptables. Qu'est-ce que c'est qu'un nom comptable? C'est un nom qui... Alors, un nom comptable, en fait, d'abord, c'est une expression réduite. C'est une expression réduite pour dire un nom qui réfère à un référent comptable. C'est le référent qui est comptable en réalité, ou non comptable. C'est pas vraiment le nom. La conséquence sur le nom, c'est qu'on va pouvoir le mettre au pluriel. Mais en fait, ce qui est comptable, c'est le référent du nom. Donc, par exemple, si je prends, je sais pas, le mot chaise, il renvoie à l'objet chaise, et des chaises, je peux les compter. Hein. Si j'ai 10 chaises dans une salle, je peux dire il y a 10 chaises, je peux les compter. Bon. Alors que si je dis il y a de la boue par terre, de la boue, je ne peux pas dire il y a une boue, deux boues, trois boues. Il faut du courage, il ne faut pas un courage, deux courages, trois courages. On ne peut pas compter des référents correspondant au mot boue ou courage. Hein. Alors que je peux compter des chaises, des tables, etc. Donc c'est bien, il y a bien des référents comptables et non comptables. Il y a une autre propriété qui distingue, qui est corrélative, hein, mais qui distingue les référents comptables des non comptables, c'est la divisibilité. C'est-à-dire que quand j'ai un nom, un nom comptable, je ne peux pas diviser son référent. Je ne peux pas le couper en petits morceaux, il perd son identité. Par exemple, si je prends une chaise ou une table, un morceau de chaise, c'est plus une chaise. Un petit bout de table, c'est plus une table. Ça va être un pied de table, un morceau de bois, tout ce que vous voulez, mais ce sera un morceau de table, c'est plus une table. Alors que quand je prends de la boue, par exemple, un petit peu de boue, c'est toujours de la boue. D'accord ? Un petit peu de courage, c'est toujours du courage. Bon, donc, il y a cette différence entre les non massifs et les non comptables, qui consiste d'une part dans le fait que les noms comptables visent des référents que je peux compter, mais que je ne peux pas diviser, segmenter, sans qu'ils perdent leur identité, alors que les noms massifs, je ne peux pas les compter, mais eux, je peux les diviser sans qu'ils perdent leur identité. Un petit peu de boue, c'est toujours de la boue. D'accord ? Alors, quand on a proposé cette description, on peut dire à ce moment-là que le partitif est réservé pour les noms massifs. Alors, il faut être plus précis. L'article défini, lui, il s'emploie avec aussi bien des noms massifs qu'avec des noms comptables. Je peux dire la chaise, comme je peux dire la boue, etc. Alors au singulier évidemment, pas au pluriel, hein, mais au singulier, l'article défini, je peux l'employer avec aussi bien les noms comptables que les noms comptables. C'est au niveau de l'article indéfini qu'il y a un problème. Je ne peux pas dire il y a une boue par terre. Hein. Et inversement, je ne peux pas dire il y a de la chaise dans cette salle. Soit il y a une chaise, soit il y a des chaises, mais il n'y a pas de la chaise. Hein. Comme je dis, il y a de la boue par terre. Donc il y a une sorte de répartition qui se fait, qui consiste à dire l'article défini fonctionne pour les noms massifs et pour les noms comptables, mais
dans le cas de l'article indéfini, seul l'article indéfini fonctionne bien avec les noms comptables, mais pour les noms non comptables, eh bien, l'article indéfini ne fonctionne pas et on utilise le partitif. Donc, autrement dit, l'article partitif, c'est l'indéfini pour les noms massifs. On pourrait décrire les choses comme ça. L'article partitif, c'est l'indéfini pour les noms massifs. Alors, c'est ce qui apparaît, vous voyez, sur ce tableau. Donc, je peux utiliser l'article défini avec les noms comptables, la chaise est cassée. Je peux utiliser l'article défini avec un nom non comptable, la boue vient de tes chaussures. Je peux utiliser l'article indéfini avec le nom comptable, il y a une chaise dans ce bureau, mais je ne peux pas l'utiliser avec le nom massif, je ne peux pas dire il y a une boue par terre, il faut un courage pour faire cela. Alors, plus tard on verra, on peut dire il faut un courage extraordinaire, mais un courage tout seul, ça ne fonctionne pas. Article partitif, je ne peux pas l'employer avec un nom comptable, je ne peux pas dire il y a de la chaise dans le bureau, d'accord, mais je peux l'employer avec un nom massif. Il y a de la boue par terre, il faut du courage pour faire cela. Donc un nom massif, ça peut être un nom concret massif ou un nom abstrait. Alors, ça c'est, comme je vous le disais, le premier niveau de l'explication. Mais il y a un deuxième niveau parce que, en fait, les choses sont légèrement plus compliquées. On se rend compte que, en fait, la description que j'ai donnée ici, qui consiste à dire qu'au fond, on utilise l'article en fonction du nom. Hein. Si j'ai un nom comptable, j'utilise tel type d'article. Si j'ai un nom massif, j'utilise tel autre type d'article. Donc ce serait le type de nom qui sélectionne l'article. Mais en fait, il y a une autre vision des choses où on va pouvoir montrer que c'est l'article qui va transformer le nom en comptable ou en massif. Alors, l'exemple qu'on donne toujours, qui est le plus simple pour comprendre ce genre de phénomène, c'est l'exemple de la viande d'animaux, hein, la viande de bœuf. Bon. Certes, vous prenez l'animal le bœuf. Hein. Un bœuf, c'est comptable, d'accord ? Le référent bœuf, c'est comptable, parce que, d'abord, je peux dire, il y a 30 bœufs dans ce pré, il y a un bœuf dans le pré, je peux utiliser l'article indéfini, il n'y a pas de problème. Et puis si je prends un petit morceau de bœuf, ça va être une patte de bœuf, un museau de bœuf, mais ce ne sera pas un bœuf. Donc clairement, le mot bœuf, il est comptable. Mais on peut dire j'ai mangé du bœuf, hein, ou je ne mange pas de bœuf si je suis végétarien. J'ai mangé du bœuf. Donc dans ce cas-là, j'utilise bien le partitif du. Pourquoi ? Mais parce qu'à ce moment-là, quand je dis j'ai mangé du bœuf, je ne vise plus le bœuf, l'animal, mais je vise la viande de bœuf. Or, la viande de bœuf, là, ça devient massif. Parce qu'un petit peu de viande de bœuf, c'est toujours de la viande de bœuf. Et là, vous ne pouvez plus utiliser, c'est pas comptable. Vous pouvez pas dire j'ai mangé 2 bœufs pour dire j'ai mangé deux viandes de bœuf. Hein. Bon, ça marche pas du tout. Donc, on arrive à ce tableau là, où on va différencier le groupe nominal comptable et le groupe nominal massif en fonction du déterminant. Donc, ça marche dans les deux sens. Là, je vous ai expliqué la première ligne. Hein. Je peux avoir un nom comptable que j'utilise, qui me sert à fabriquer... Pardon, non, c'est la première colonne que je viens de vous expliquer. J'ai un nom comptable et je fabrique avec ce nom comptable un groupe nominal comptable, d'accord, en utilisant tout bêtement soit l'article défini, soit l'article indéfini. Je peux dire le bœuf est dans le pré, j'aurais pu ajouter dans le tableau un bœuf est dans le pré, ça pose pas de problème. J'ai un nom comptable et j'ai un groupe nominal comptable. Alors que dans je refuse de manger du bœuf, ici j'ai bien un nom comptable, bœuf, mais qui est dans un groupe qui à cause
de l'article partitif du, le non comptable a été transformé en massif. Donc, j'ai certes bœuf qui est comptable, ça, il n'y a pas de doute, un bœuf, c'est un bœuf, bon, c'est comptable, hein, et je le transforme en massif avec l'article partitif, hein. Donc, j'obtiens un groupe nominal massif à partir d'un nom comptable. Mais je peux aussi faire l'inverse. C'est-à-dire que si vous prenez la dernière case en bas à droite, ici, là, je ne sais pas si vous voyez vous prenez vin ou bière, hein, du vin, de la bière. Du vin, de la bière, c'est massif, hein. Un petit peu de vin, c'est toujours du vin. Un petit peu de bière, c'est toujours de la bière. Bon, c'est massif. Mais vous pouvez très bien dire j'ai bu un vin, au sens un vin extraordinaire, un type de vin, hein. J'ai bu une bière, là, ça peut s'interpréter de deux façons différentes. J'ai bu une bière extraordinaire, c'est un type de bière, mais j'ai bu une bière, ça peut être un verre de bière ou une bouteille de bière. Donc là, quand vous transformez le nom massif bière en nom comptable, eh bien, il y a deux solutions, hein. Euh, euh, Soit ça vous donne quelque chose qui est comptable au sens du type, comme le type de vin, le type de bière, etc. Ça marche avec tout, hein. Avec de l'eau, bon, de l'eau, normalement, c'est massif, hein. Mais vous pouvez dire une eau spéciale, etc. Mais là, vous avez transformé le massif en comptable, hein. Vous avez un nom massif, eau, qui a été transformé dans un GN comptable. Je sais pas, de la farine. La farine, c'est comptable, c'est massif, pardon. Un petit peu de farine, c'est toujours de la farine. Mais vous allez dire, dans cette recette, il faut une farine spéciale. J'ai besoin de 2 farines différentes pour faire ce gâteau. Bon, voilà, hein. Donc, dans ce cas-là, le GN devient comptable, parce que vous avez transformé le référent qui désignait la matière, hein, la farine, etc., en un référent qui désigne un type de quelque chose, ou bien un récipient. Comme dans le cas de la bière, j'ai bu une bière, hein, qui peut être un verre ou une bouteille, etc. Et puis même chose pour les noms abstraits, hein. Il faut du courage, bon, comme je vous l'ai dit, il faut du courage pour faire cela. On peut aussi transformer le nom courage en GN comptable, en disant il faut un courage extraordinaire. À ce moment-là, c'est encore une fois un type de courage, hein. Donc vous voyez, on a les noms massifs, les noms comptables. En général, ils s'emploient chacun à son type d'article réservé, hein. Je veux dire, le nom massif pour l'indéfini a besoin du partitif, hein, pour le sens indéfini a besoin du partitif, donc il y a une répartition indéfini partitif, article indéfini, je veux dire article indéfini, article partitif entre les comptables et les massifs, mais en réalité, on peut transformer un nom massif en GN massif comptable ou un nom comptable en GN massif en utilisant l'article qui ne va pas normalement avec lui pour donc le transformer. Donc vous voyez, il y a tout un jeu intéressant là en français sur les transformations et l'utilisation des articles définis, indéfinis, partitifs. Donc vous voyez que dès qu'on introduit le partitif, ça introduit de la complexité, hein. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux le réserver à des emplois, enfin disons à des niveaux, une fois que la notion de déterminant et qu'il y a une maîtrise, disons, du fonctionnement du groupe nominal suffisante, une maîtrise suffisante du groupe nominal, du fonctionnement des articles, des expansions, etc. Une fois que vous voyez que vos élèves ont une maîtrise suffisante de cela, là vous pouvez introduire le partitif. Mais il n'y a pas besoin d'introduire le partitif pour comprendre la syntaxe du groupe nominal, hein, en fait. Bon, alors maintenant parlons des autres types de déterminants. Alors là aussi, ce sont des choses assez élémentaires. Donc le possessif et le démonstratif sont des choses qu'on peut introduire très vite, hein. Ça c'est pas compliqué du tout à comprendre. Simplement du point de vue de l'analyse sémantique, le possessif, c'est en fait l'association, comme je l'avais dit dès l'introduction, d'une information d'extension et d'extensité, puisque mon chapeau, par exemple, c'est le chapeau de moi, hein. Donc c'est
l'information donnée par un article défini, plus une information supplémentaire liée à la personne. Hein. Alors attention, là aussi, il faut se méfier. Quand on parle de possessif, c'est une dénomination retenue par la tradition scolaire, hein, mais le possessif n'exprime pas forcément l'idée de possession. Hein. Euh, Parfois oui, si vous dites c'est mon livre, je prête mon livre, etc. Mais parfois non. Hein. Je veux dire, elle prend son train tous les matins, c'est pas le sien de train, hein, d'accord? On utilise le possessif parce qu'il y a une espèce d'habitude. Bon, voilà, il y a toutes sortes d'emplois du possessif qui ne sont pas du tout de l'ordre de la possession. Alors, les différentes formes de possessif vous sont données là, en fonction de la personne, donc puisque le possessif, il inclut l'article défini plus la notion de personne. Hein. Donc, première personne, monte à Sam, notre nos. Deuxième personne, ton, tes, ton, ta, tes, votre, vos. Et pour la troisième personne, alors il faut faire attention parce que leur, bon, pour son, ça, c'est, ça ne pose pas de problème, mais pour leur, il y a une confusion possible avec le pronom. Hein. Il leur parle. Là, c'est le pronom personnel. Il leur parle. Hein. Mais bon, normalement, si l'enseignement est bien fait, il n'y a pas de confusion possible puisque vous aurez introduit le déterminant comme étant un élément du groupe nominal. Donc, il leur parle, voilà, leur parle, parle, c'est pas un nom, donc c'est pas possible de confondre, de prendre leur pour un déterminant dans un cas comme celui-ci. Hein. Bon, donc, mais il y a quand même une homonymie là entre les deux formes qu'il faut noter. C'est ce que j'ai indiqué dans la première remarque. Et puis un tout petit détail du français, enfin les petites complications dont le français regorge, hein, c'est que quand on a un nom qui commence par une voyelle, on n'utilise pas le, le déterminant au féminin normal, c'est-à-dire on va dire ma femme, mais mon ami, même si c'est une amie au féminin. On ne dit pas ma amie, à cause du hiatus entre les deux voyelles. Bon, c'est l'explication qu'on donne, mais euh, c'est et c'est même la même chose avec ton. Euh, avec ta, je veux dire, on dira pas ta ami, sa ami, hein, on dira ton ami, son ami, même au féminin. Bon, ça, c'est pas très intéressant du point de vue, il n'y a pas grand-chose à dire du point de vue grammatical, sauf à trouver une analyse spéciale, enfin, des raisons autres que ces raisons purement phonétiques, disons phonologiques, d'explication par le hiatus, mais ça, même s'il y a des raisons de ce genre, de toute façon, ça dépasse le cadre de ce cours. Alors, je passe au démonstratif. Le démonstratif, c'est vraiment la même chose que l'article, que le déterminant possessif. Hein. Le déterminant démonstratif, il inclut l'article le, plus un autre élément. Alors, cette fois-ci, l'autre élément, ça va être un élément variable. Hein. Ça peut être une information liée au contexte de l'énonciation. Hein. Cette chaise, par exemple, je montre une chaise, c'est la chaise que je montre. Donc vous voyez, je fais apparaître, en transformant cette chaise en la chaise que je montre, je fais apparaître que le déterminant démonstratif inclut l'article défini, la chaise que je montre, et puis une information qui est un peu l'équivalent d'une expansion, enfin qui est pas un peu, qui est l'équivalent d'une expansion nominale, donc une régulation d'extension, par rapport à la situation d'énonciation. Mais ça peut être aussi un emploi anaphorique ou cataphorique, c'est-à-dire qui renvoie à quelque chose qui précède. Hein. Donc, on voit beaucoup de chênes dans les forêts, ces arbres renvoient les arbres dont je viens de parler avant. Donc c'est ici, à nouveau, un emploi qui inclut l'article défini, plus une information, cette fois-ci textuelle ou mémorielle, hein, c'est ce qu'on a dit juste avant. Et puis, ça peut être juste après, hein, comme dans l'exemple,
Elle prononça ces paroles, deux points, me voilà. Donc, quelles sont les paroles? C'est les paroles qui suivent juste après. Donc, on parle en termes techniques, mais ça, ce ne sont pas forcément des termes. Enfin, de toute façon, ce pas des termes du tout qu'on introduit dans l'enseignement, hein. On parle de cataphorique, d'emploi cataphorique pour ces paroles me voilà, quand la source la source du démonstratif elle est placée après. On parle d'emploi anaphorique quand la source est placée avant, comme dans regarde ces arbres, les arbres, euh, comme dans on voit beaucoup de chênes dans ces forêts, ces arbres. Voilà, là c'est un emploi dit anaphorique. Et puis, quand on est dans la situation d'énonciation, regarde ces arbres au sens des arbres que je montre, on parle d'emploi déictique. Bon, je ne l'ai même pas mis sur cette diapositive parce que bon, c'est pas forcément. Enfin, ce sont des choses pas très compliquées hein, que vous trouvez dans n'importe quelle grammaire. Et de toute façon, ça ne fera pas du tout l'objet d'un enseignement explicite avec les apprenants. Alors ensuite, il y a d'autres types de déterminants hein, qui sont alors là vraiment qu'on introduit que dans des niveaux de type même C1, hein, ou encore le numéral, on peut l'introduire avant peut-être, mais bon voilà, donc vous avez le numéral avec bon, bah, le numéral classique, hein, mais il y a des complications dans le numéral quand on a un tiers de, un quart de, enfin bon, il peut y avoir toutes sortes de choses un peu plus compliquées que je n'ai pas mentionnées ici, mais enfin là vous avez les numéros caractéristiques. Le petit problème avec le numéral, comme je vous le suggérais tout à l'heure, c'est que on a comment dire, on peut avoir un doute pour l'article indéfini 1. Dans certains cas, c'est le numéral, dans d'autres cas, c'est l'article indéfini. Hein. Bon, par exemple, bon, si vous avez une tournure restrictive, par exemple, il ne me reste plus qu'un stylo. Un à ce moment-là, va être forcément le numéral. C'est un seul. Mais si vous dites j'ai besoin d'un stylo pour signer, c'est pas forcément, on peut le comprendre, un seul, hein, vous avez besoin d'un seul, c'est sûr, mais c'est un quelconque en réalité. Il n'y a pas d'information. En fait, pour avoir le numéral, il faut vraiment avoir une information supplémentaire. Euh, un linguiste donnait cet exemple. Quand vous êtes dans un café, vous commandez un café. Vous dites je voudrais un café. C'est un article indéfini. Mais quand le serveur s'adresse au bar et dit un café, un, pour que la personne qui est au bar fasse couler le café, bah là ça devient le numéral. Vous voyez, bon, donc il y a une hésitation. Parfois elle est levée par le contexte, mais il peut y avoir toujours une hésitation entre le sens du numéral ou le sens de l'article indéfini pour un. Bon, ensuite, vous avez les déterminants indéfinis, ce qu'on appelle les déterminants indéfinis. Alors attention, l'article indéfini, vous voyez, on emploie le terme indéfini tantôt pour parler de l'article indéfini, tantôt pour parler des déterminants indéfinis. Donc il faut éviter de dire que l'article indéfini, c'est un déterminant indéfini. Bien sûr, on a envie de dire ça parce que l'article indéfini, c'est bien. L'article en tant qu'article, il fait partie de la catégorie des déterminants. Et puis en plus, on dit que l'article est indéfini. Donc on a envie de le mettre dans les déterminants indéfinis. Alors certaines grammaires le font, hein, de mettre le déterminant indéfini, l'article indéfini dans les déterminants indéfinis. Mais pour la clarté des choses, il est, à mon avis, préférable de mettre d'un côté les articles et de l'autre côté les autres déterminants. Donc à l'intérieur de la classe des articles, on va avoir l'article défini, l'article indéfini, etc. Et puis, donc on ne dira pas que l'article indéfini est un déterminant indéfini. On ne le met pas dans la liste des déterminants indéfinis dans ce classement. Alors, les déterminants indéfinis, eux, ils peuvent se classer selon la quantité à laquelle ils renvoient, hein, selon donc un critère d'extensité, selon un critère d'extensité. Ah, non, Donc, la quantité peut être nulle, par exemple avec aucun, nul, etc. La quantité peut être vague, alors vague avec une quantité faible, plusieurs, quelques, ou vague avec une quantité grande, beaucoup de,
etc. Et puis, la quantité peut être maximale, totale, chaque, tout, n'importe quel. Hein. Là, c'est un emploi générique. D'accord. Je vous l'avais dit, hein, c'est un petit peu la même chose que le commentaire que j'ai fait tout à l'heure sur un et le générique. Tous ces termes, comme un, chaque, tout, n'importe quel, qui peuvent tous viser des, des totalités, chaque étudiant, tout étudiant, n'importe quel étudiant, etc., ça vise du générique, mais chaque mot le fait avec une nuance particulière, avec un type de contrainte d'emploi particulier. Hein. Il y a une très belle thèse d'un linguiste aujourd'hui décédé qui s'appelle Ali Bouacha, Majid Ali Bouacha, qui avait fait une thèse d'État passionnante sur ce sujet. Mais bon, ça reste un sujet qui n'est pas... Enfin, il y aurait encore... Enfin, il y a eu pas mal de travaux sur la généricité, mais en français, c'est vraiment intéressant. Bon, sans doute aussi dans d'autres langues, mais il y a beaucoup de moyens en français. Bon, ensuite, vous avez deux choses plus ponctuelles, je dirais, le déterminant interrogatif et le déterminant exclamatif. Déterminant interrogatif, ça va être quel dans les emplois qui sont indiqués ici. Et puis, le déterminant exclamatif, c'est le même mot quel, mais dans des formes, dans des phrases de forme exclamative, quel désastre, point d'exclamation, etc. Voilà. Alors, je vais terminer ce cours en vous laissant, je vous avais dit hein, qu'on pourrait, à cause de ma réunion, là je ne peux à nouveau là, faire qu'une heure de cours, donc je vais vous laisser avec cet exercice qui est un exercice d'identification des déterminants que je corrigerai lors du prochain cours, qui aura lieu donc en présence normalement de notre salle habituelle. Mais avant qu'on se quitte, comme je vous avais parlé au début de la séance donc des conditions de l'examen, je vous laisse la parole si vous avez des questions à ce sujet, hein, avant qu'on se sépare. Alors attendez, je vois qu'il y a quelque chose dans la discussion. Oui, je vous entends. Bon, très bien. Alors, est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions au sujet soit du cours, soit des problèmes d'examen, d'évaluation, des choses comme ça? Ah oui, j'avais dit que je regarderais la date. Alors attendez, je vais voir ça tout de suite. Alors, novembre, décembre. Oui, donc ce sera le 13 décembre. Voilà. Donc on fera l'examen le 13 décembre dans notre salle habituelle. Monsieur, le cours, ce sera des questions théoriques et un Pas de exercice questions? d'application. Si. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et donc nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir.